Bienvenue à ce plateau spécial dédié à l'actualité maîtresse de l'heure, l'annonce du ticket présidentiel de la majorité pour 2026. Eh bien, elle était subodorée, objet de supputation, voire de motifs de bien de remous en interne dans le camp présidentiel et d'attentisme stratégique d'ailleurs aussi dans le camp de l'opposition. Eh bien, ça y est, tout le monde est délivré de la torture d'un suspense politique inédit au Bénin. La candidature de Romuald Wadagni, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, est annoncée comme le candidat unique de la majorité présidentielle. Quelle portée dans le microcosme politique du Bénin? Quel accueil au sein du peuple? Quelle réponse de l'opposition pour faire pièce à cette candidature unique de la majorité présidentielle? Quel accueil potentiel au sein des chancelleries des partenaires du Bénin? Questions et analyses bien à vif à mener sur ce plateau avec deux commentateurs, analystes, scrutateurs avisés de l'actualité politique nationale. Autant de questions que je vais poser et explorer avec mes invités. J'ai le plaisir de vous présenter Jules Léandre Kiti, qui est un habitué à nos plateaux politiques et qui renoue avec cette actualité politique majeur. Merci à vous, Jules Léandre Kiti. Merci de venir partager avec nous vos lumières. C'est un plaisir. En face, pour croiser avec vous le verbe, Stéphane Akinou Khossou, il est éditorialiste, le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci et bienvenue sur ce plateau aussi. C'est un plaisir d'être avec vous. Je sais que tout le monde était à l'affût. Oui, on le pressentait, on le subodorait. C'est tombé. Déjà, aux aurores aux environs de 1h même du matin, déjà, les réseaux sociaux s'en sont emparés, alors qu'on a annoncé une rencontre du chef de l'État avec les deux acteurs clés de son camp de la majorité présidentielle, l'Union progressiste, le Renouveau, et puis le Bloc républicain. Est-ce que ça vous a surpris, ce ticket gagnant? Le ticket, j'annonce que c'est Romuald Wadagni comme candidat principal de la majorité tout entière et comme colistière la vice-présidente qui rempile à ce poste ou qu'on fait rempiler à ce fauteuil. On commence par qui? Par vous. C'est comme vous voulez. Mais la surprise, c'est d'abord qu'à 50%, on se disait la rencontre de ce week-end allait peut-être... n'allait pas donner autant de précision, n'allait pas livrer tout de suite la fumée blanche, mais qu'on aurait des signes avant-coureurs ou des indices. Mais là... oui, parce que là, j'ai l'impression qu'on nous a pris de vitesse, parce que ce n'est pas l'horizon calendaire annoncé, fixé par le chef de l'État lui-même annoncé. Mais c'est aussi ça la preuve qu'au gouvernail de cette majorité présidentielle, il y a quelqu'un qui a du métier, du parcours en termes de management des hommes et surtout du management des intérêts, qui était véritablement, on n'a pas besoin d'être dans ce couvent pour savoir que le choc de ces intérêts doit avoir été très fort. Mais pour celui qui est choisi, moi je ne suis pas très surpris. Et pour la dame qui a été maintenue à la vice-présidence, je pense que c'est le bon choix, il n'y a pas mieux. Alors, M. Stéphane, est-ce que vous vous attendiez d'abord au timing de l'annonce? J'indiquais qu'on a été un peu pris de court, mais à ce choix-là, c'était subodoré, c'était une hypothèse très lourde, mais en même temps, il y avait un arrière-plan comme une sorte de réserve. Il y avait des échos de ce que c'est une candidature clivante qui pouvait cliver le camp présidentiel, mais là, on a l'annonce d'une candidature unique. C'est une surprise ou une demi-surprise pour vous? Surprise non, parce que je prends à mon compte la réflexion de Léandre pour dire que au-delà des fractures externes qu'on pourrait avoir, c'est que derrière tout ça, il y a un dialogue qui s'est instauré dans le temps que nous n'avons pas forcément connaissance. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est d'un seul coup que cela a pu se produire. Forcément, il doit y avoir des résistances à cause des ambitions qui ont été déjà affichées. Mais compte tenu peut-être du management du chef de l'État, compte tenu des conciliabules, compte tenu peut-être d'un certain nombre d'arguments que le chef de l'État aurait pu évoquer et qui les a certainement convaincus, ils ont pu céder. Maintenant, la grosse réflexion, c'est de faire le travail nécessaire pour que
cette candidature qui a été annoncée, qui a été, reconnue comme telle par ceux qui ont participé à ces conciliabules, soit acceptée par la base. Parce que n'oublions pas qu'au-delà de tout, il y avait quand même des discussions qui ont été menées au sein des formations politiques. On imagine bien. Donc, le fait que cela a été annoncé, cela n'exclut pas à l'interne le travail qui sera fait pour que ça puisse véritablement passer, pour que l'adhésion, pour créer une nette adhésion. Pour créer une nette adhésion autour de la personne. Donc, pour moi, c'est bien, mais ce n'est pas encore totalement gagné. Est-ce que vous avez compris quand même, parce que là, certes, la candidature, le ticket Wadaï, c'était, on considère, c'est établi cette notoriété, je vais dire, le parti pris, j'allais dire le penchant, l'inclination du chef de l'État pour ce technocrate brillant qui accomplit des exploits à l'international, qui mobilise des financements inédits pour les réalisations, grosses réalisations infrastructurelles du pays et pour la réussite du magistère talent. Cependant, on sait que ça créait des crispations dans le camp présidentiel parce qu'il était tenu pour un technocrate ministre des Finances, allez, disons les choses, distant, dur, qui ne cédait pas facilement, à la limite clivant. Et ce qui est curieux, c'est qu'on voyait Jacques Diogbenou, patron du principal parti du camp de la majorité présidentielle, occuper constamment le terrain. C'est quoi? Vous pensez que c'était une stratégie bien ourdie pour créer un écran de fumée avant que la fumée blanche même ne sorte? Non, moi je pense que les deux étaient dans deux rôles différents. Et celui qui était à la manette, en fait, à la tour de contrôle, avait déjà distribué les rôles, sans pour autant... Donc il laissait Joseph Diogbenou occuper le terrain pour créer l'illusion? Alors, pas forcément. J'attire votre attention sur quelque chose. Joseph Diogbenou était président de la Cour constitutionnelle. Il a été amené à démissionner de cette fonction qui impose réserve. Pour prendre la tête de l'Union progressiste Le Renouveau, qui est un grand parti politique, le plus grand, et qui l'obligeait à être sur le terrain. Oui. Ça a pu amener certains analystes à se dire c'est pour qu'il se prépare à devenir président de la République. Voilà, parce que président de la République, ça demande qu'au finish, vous recherchiez la légitimité auprès de la population. Ça demande qu'à ce que vous soyez sur le terrain. Mais au même moment, il faut voir le style de gouvernance de celui qui nous a conduit nos destinées depuis 10 ans, bientôt 10 ans. Il a réussi pour une première fois à montrer que on peut être dans ces fonctions hautement politique, mais puisqu'il est après tout question pour quelqu'un à qui nous confions notre destinée de développer le pays, de trouver de l'emploi pour des gens, de faire des infrastructures, de capter des financements, d'avoir les compétences pour bien gérer ces financements-là, manager le remboursement des prêts si on en a, et crédibiliser la signature du Bénin, et donc entretenir de bonnes relations avec les partenaires. Il faut bien ça. Ça ne s'acquiert pas dans le style vous et là. Non pas que ce n'est pas nécessaire sur le terrain. Mais quand il met Romuald Wadaï, et qui ne fait pas l'exception d'ailleurs il a tout le temps montré que tous les membres de son gouvernement à lui doivent être dans les dossiers. Et il a fait l'effort, même si c'est à la limite une manière même de déconstruire tout ce qui est enseigné en sciences politiques, parce qu'on n'est pas dans les fonctions politiques pour qu'on vous demande de n'être que dans les dossiers techniques. Mais Patrice Talon a montré que oui, quand on est dans les dossiers techniques, il faut l'être tout au moins à 75%, si tant est qu'on veut faire du bien à la population. La preuve, il a dit, le 20 décembre 2024, nous étions encore ici sur ce plateau, pendant qu'il faisait le discours sur l'état de la nation, où il disait, mais si la politique ne peut pas se mettre au service du développement aujourd'hui, non, lui, il n'est pas d'accord. Et quiconque voudra faire autrement le verrait sur son chemin, il va le combattre jusque dans son dernier retranchement. Donc, je pense qu'il a mis Romuald Wadaï dans ce rôle-là, et surtout ministre des Finances et de l'Économie, ça ne vous donne pas forcément le temps d'être sur le terrain politique au contact des populations. C'est vrai que par le passé, on en a eu, mais après, on a compris que ce n'était pas pour atteindre les résultats inédits qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il y a la nature intrinsèque de la personne qui joue également. Romuald Wadaï lui-même, et ça, personne ne me dira le contraire là-dessus, était quelqu'un déjà, affiche l'image de quelqu'un
qui est réservé. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas sociable, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas avoir un contact humain qui soit productif de bons résultats. Un rapport humain chargé d'empathie. Très bien. C'est important pour... Alors, vous avez des gens, par exemple, nous sommes aujourd'hui à une époque où on n'a plus besoin d'un président qui soit là et que dans le clientélisme populiste. Très bien. Il faut que ce soit un président qui connaisse les dossiers, un président qui soit du temps contemporain, si je peux me permettre cette expression, qui comprenne les enjeux d'aujourd'hui et aussi bien de par son âge, aussi bien son parcours. Pour quelqu'un qui, après ses études au Bénin, son bac au Bénin est parti en France, aux États-Unis, pour faire des diplômes qui l'ont à peine, quand je lis son parcours, il n'avait même pas complètement fini avant d'être sollicité dans de grosses boîtes comme Deloitte. Et là-bas, on réfléchit efficacité pour des structures privées ou institutions. Alors, et quand il le fait à cette échelle-là, sur ses frêles épaules, je pense que ce parcours vous impose, même si vous avez envie d'être l'homme qui salue tout le monde, à paraître réservé. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir. Et c'est d'ailleurs bien que des gens comme Diogbeno soient là pour gouverner avec lui. Comment percevez-vous justement cette démarche de ménager la candidature d'un technocrate brillant, rompu à des performances économiques et de mobilisation, de structuration des financements à l'international au service du développement de son pays? On ménage sa candidature et on laisse occuper le terrain politique par un dirigeant de parti politique que tout le monde voyait venir comme un potentiel candidat. Est-ce que ça ne fait pas courir le risque, justement, à Romuald Wardani, de manquer d'emprise politique et d'ancrage politique pour aller à la conquête de l'électorat? A priori, oui. A priori, oui. Mais si on intègre la chose dans une dynamique, je veux dire, collective, de participation de tous, je pense que Wardani n'est pas déséquilibré de ce point de vue-là. Parce que vu le travail politique qui est déjà fait par l'Union progressiste, le renouveau, notamment par son président Diogbeno, qui a pris le lead à un moment donné et qui a boosté la vie de ce parti, on va dire que le choix qui est véritablement fait par le chef de l'État, ce n'est donc plus le choix, on va dire, politique, entre griffes, mais le choix de la pérennisation de ses acquis. C'est pour cela qu'il a opté pour un technocrate. Et je pense que Joseph Diogbeno lui-même l'a si bien compris que il s'est donc ravisé pour dire, si ce n'est que ça, nous nous alignons derrière l'homme pour réussir les défis économiques du pays en lui apportant une assise politique peut-être qu'il n'a pas, mais n'oublions pas que Romuald Wardani, c'est la neutralité. Il ne s'est pas mêlé de querelles politiques, etc. Mais en même temps, sur le terrain, il y a des acteurs qui sont dédiés à ça. Maintenant, si on met les deux ensemble, ça donne ce que nous espérons pour le développement. Donc, visiblement, selon vous, en fait, la manœuvre de Patrice Talon, l'habileté que vous prenez pour telle, c'est d'avoir contenu Romuald Wardani dans son rôle du technocrate et au service à 100% de la réussite, d'accord, de son mandat, réussite économique, réussite infrastructurelle, et derrière, de ménager derrière lui un attelage d'acteurs politiques qui occupent le terrain politique pour l'accompagner. Est-ce que c'est bien ça c'est bien ça, et c'est bien la stratégie. Oui. On a compris, in fine, que c'est la stratégie du président de la République. Oui. Parce que bien souvent, voyez, quand on voit les élections présidentielles passées, souvent, c'est comme des hommes tout neufs qu'on vient chapeauter. Oui, le syndrome de la génération spontanée. Voilà, de la génération spontanée. Mais à la différence, Romuald ici n'est pas une sorte de génération spontanée parce qu'en dessous, il maîtrise déjà les dossiers du pays, il maîtrise les réformes déjà initiées, il a été même au cœur des réformes. Absolument. Et donc, il vient comme cet homme neutre, politiquement neutre, on va dire, qui sera porté par les formations politiques qui ont déjà travaillé. Oui, politiquement neutre, mais attention, à ceci près qu'il est totalement acquis à la majorité présidentielle. Évidemment, mais en griffe, je mets ça en griffe. Oui. Maintenant, il sera porté par ces deux formations pour politique. Pour moi, la crainte aurait été que son choix
comme on était en train de le prédire, créer des fractures qui pourraient créer une sorte d'implosion au niveau des formations politiques soutenant l'action du chef de l'État. Maintenant qu'on est sûr que le danger est écarté, il va falloir maintenant à l'interne faire le jeu pour que cette carte que le chef de l'État a sortie puisse véritablement marcher. Alors, ça frappe dans le coin du bon sens que dans une veine de démarche démocratique au sein des partis, on attendait des primaires. Alors, c'est quoi le danger qui semble avoir été évité, ou le risque, pour avoir contourné les primaires, pour aller franco, faire une candidature consensuelle qui est sortie comme ça dans les médias? Il faut déjà d'abord se demander s'entendre sur ce que nous appelons primaire au sein des partis, pour désigner une sorte de consultation démocratique des militants pour choisir. C'est pas que j'en comprends pas le sens. Non, je ne vous ferai pas cette injure. Très bien. S'il avait décidé sans consulter les partis politiques et les dirigeants, on aurait crié au despotisme politique. Mais là, il a non seulement longtemps parlé avec eux en sourdine, mais après pour les obligations de communication, on a fait fuiter qu'il va rencontrer les grands chefs partis politiques. Vous n'allez pas avoir la naïveté de penser que ce n'est que ce samedi que Patrice Talon a parlé avec les dirigeants de ces partis politiques. Il a consulté ces deux principaux partis politiques. Il a certainement discuté avec les autres partis politiques de la majorité présidentielle, Renaissance nationale, Noël Bénet aussi. Et il savait qu'à un moment donné, le jeu se jouait autour de ce que lui, il va leur proposer. Mais il ne leur a pas jeté ça n'importe comment. J'apprends qu'en plus de les avoir réunis ensemble, qu'il irait dans l'état-major de chacune de ces formations politiques pour davantage parler à ceux qui, au-delà des premiers dirigeants, ont besoin de valider ce choix-là. Mais il faut voir que Patrice Talon lui-même, depuis 2016, voyez-vous, les grands partis politiques de la majorité présidentielle qui ont été créés, tout le monde a tout le temps eu soif d'entendre Patrice Talon dire « j'appartiens au BR, j'appartiens à l'UPR ou à RN ou à Moël Bénin ». Même les dirigeants de chacun de ces partis politiques ont eu à des moments donnés, quand ça les arrangeait, de dire « il est de notre parti politique ». Mais jamais il n'a dit « je suis d'un seul parti politique ». Alors, il a remis, me semble-t-il, Romy El-Wadaï avant l'heure dans cette posture-là. Et maintenant, autre stratégie que je vois qui a contribué à ce qu'on donne de l'étoffe à cette candidature, qui, me semble-t-il, va faire l'unanimité dans la majorité présidentielle et va se donner toutes les chances de prospérer, c'est que le chef de l'État a tout fait pour faire retarder les annonces de candidature au sein de la majorité présidentielle. Et ça, il a réussi, parce que comme personne. Si 2 ans avant, 1 an avant, les choses s'étaient passées comme avant et on connaissait les candidatures, Romy El-Wadaï choisit, qui n'a pas cette longueur d'avance politique, serait exposé pendant longtemps à l'usure au scanner donc de l'usure des guéguerres politiques. Très bien. Alors là, nous sommes à quelques encablures. Même le citoyen qui veut apprécier la candidature n'attend plus de Romy El-Wadaï qu'il lui prouve qu'il est grand politicien. Et si Patrice Talon réussit à avoir donc l'entente, l'adhésion des autres leaders politiques de la majorité présidentielle autour de cette candidature, ça veut dire que, et vous avez lu les premiers mots, les premiers mots de Joseph Diogbenou, qui dit, sur son compte Facebook, il dit, Romy El-Wadaï est le candidat de l'Union progressiste, le Renouveau. Romy El-Wadaï est notre candidat. Romy El-Wadaï est mon candidat. Ça veut dire que Joseph Diogbenou, devant n'importe quel militant, n'importe quel citoyen béninois qui se retrouve en lui, lui dira: si tu continues de me considérer, c'est l'homme qu'il nous faut. C'est celui-là que j'ai choisi, donc c'est ton candidat. Donc Romy El-Wadaï n'aura pas besoin, même si on doit le rencontrer, n'aura pas besoin de se redonner une étoffe politique avant d'y aller. Très bien. Quel écho alors, justement, devant le peuple électeur qui considère, qui peut voir à bon droit dans la candidature, dans la personne, la figure de ce ministre des Finances technocrate dont on ne disputera pas les talents et les compétences, quand même l'artisan de la rigueur
rigueur budgétaire et donc d'une sorte de, comment je vais dire, de grise mine sociale, d'une sorte de sentiment d'inachevé au plan de l'offre sociale. Quelle pourrait être justement la perception du peuple par rapport à l'annonce de cette candidature? Vous allez reprendre la parole. Oui, Stéphane. Tout à l'heure, quand je venais, j'ai lu un commentaire où quelqu'un disait « Ah, c'est talon 2 ». Ah ben voilà. C'est talon 2. C'est vrai que peut-être que la posture dans laquelle l'homme s'est retrouvé 9 ans déjà fait croire que il est antisocial. Comment pensez-vous qu'il pourra réussir ou se créer de l'adhésion si il n'aura pas le choix que de revendiquer à tout le moins le magistère talon ou en tout cas de chercher à en prolonger la dynamique? Oui, aujourd'hui, son défi majeur serait donc de se révéler qu'il n'est pas forcément ce qu'on a toujours pensé, ce qu'on a toujours pensé. Le technocrate froid. Voilà, ça dit, Romuald Wadaye, on ne va pas dire qu'il va se réinventer, mais il va pouvoir se révéler à la population. Puisque jusque-là, on ne le saisit, on ne le connaît pas assez, on le connaît comme, etc. Les jours qui suivent nous amèneront à explorer un peu les voilà, donc personnages. c'est là le défi majeur aujourd'hui et qui va s'imposer déjà en termes de communication. Oui. Et en termes de communication, il y aura beaucoup à faire. Et puis, en termes politiques aussi, il y a à faire par rapport à ceux-là qui portent désormais sa candidature. À eux de le révéler en tant qu'homme social, en tout cas de vendre leurs produits, on va dire, de vendre leurs produits. Et donc, alors pour surfer sur la déclaration du chef de l'État à la fin du défilé du 1er août, on lui a tendu le micro pour l'après. Comment il voit l'après? Est-ce que Romuald Wadaye aura le défi justement d'aller au bout de la promesse de Talon qui dit le meilleur reste à venir? Oui, bien sûr. Le meilleur reste à venir. Oui, bien, le meilleur reste à venir. Romuald Wadaye n'a pas que l'obligation de prouver que le meilleur reste à venir. Il est même l'expression, l'incarnation de ce meilleur qui vient, parce que ce meilleur passe par le pouvoir à la jeunesse. Il a l'avantage d'être jeune. Ce meilleur, il incarne également parce que Patrice Talon a eu à dire le 28 juillet passé devant la jeunesse béninoise que pour lui, la question d'idéologie politique aujourd'hui doit être orientée vers les questions existentielles de la jeunesse, les défis pour la jeunesse, l'emploi, le développement et le développement économique. Alors, pour les bilans, les résultats extraordinaires que Patrice Talon a eus, Romuald Wadaye a déjà l'avantage d'être vu comme le bras armé de Patrice Talon pour faire ça. D'accord? Alors, donc, et quand il vient, pour lui s'engager, se propulser dans l'espace politique et obtenir la légitimité auprès du peuple, je serais à ses côtés que je lui dirais de ne pas du tout enfourcher le discours politique qui est loin de ce que vient... Rigoriste? Oui, non, il dira simplement, moi je suis là pour que vous ayez de l'emploi, moi je suis là pour que les merveilles que nous sommes en train de faire au niveau de l'agriculture, nous puissions les continuer. Donc en fait, il doit se présenter comme l'homme des solutions aux différents défis qui sont restés là inachevés. Et l'avantage, ce que lui apporte même la gouvernance Talon, c'est que pour une première fois depuis 1990, vous avez un président qui, jusqu'à la veille de son départ, est en train de lancer des chantiers, est en train de travailler comme si il ne devrait pas partir demain. Donc, Romuald Wadaye sera vu par le peuple comme celui qui est chargé justement de faire tout ça. Parce qu'il y avait, et j'en aurais fini, il y a beaucoup de Béninois qui se disaient... J'ai lu d'ailleurs, quand on a annoncé la candidature de Romuald Wadaye, j'ai lu des commentaires, les gens ont dit « Ah, c'est maintenant que je crois vraiment que Patrice Talon veut partir. » Parce qu'on se demandait, mais est-ce qu'il veut partir et il travaille autant? Oui, celui qui va continuer ce travail-là, c'est Romuald Wadaye. Et si Romuald Wadaye lui ressemble, c'est plutôt positif. Aucun autre acteur politique de la majorité présidentielle ne pouvait être désigné et ne pas affronter les difficultés que le peuple va lui faire en disant « Toi, tu ne ressembles pas à Patrice Talon. Si tu ressembles à Patrice Talon, on ne pourra pas faire avec toi parce que tu es trop rigoureux. » Il n'a pas le droit de faire moins en termes de performance. Et il a dit « Celui qui peut faire autant et mieux que lui, c'est Wadaye et lui-même sera derrière. » Oui, je voudrais compléter un peu à la réflexion de Léon pour dire en fait, la continuité pour moi n'est pas mécanique parce que forcément, il y a des gens
il y a une certaine frange de la population qui a le goût, a le sentiment d'inachevé, qui peut-être a le sentiment de ne pas être satisfait par rapport à certaines actions de Patrice Talon. Et donc, la continuité ne doit pas être mécanique. La continuité doit se révéler dans le fait que le ministre Romuald Wadaï va révéler son authenticité. Sur le chantier sa capacité à pouvoir apporter de nouvelles solutions, forcément peut-être dans la continuité, mais de nouvelles solutions qui seront en mesure de satisfaire ceux-là qui sont restés un peu sur les faits. Parce qu'il y a des questions sociales qui ne sont pas encore résolues. Et donc, si Romuald Wadaï prenait ce chantier, forcément, il va pouvoir séduire la population. Le jour suivant, nous édifierons sur la touche Wadaï. Voilà. On apprendra, on va gratter la carapace pour connaître un peu, découvrir un peu plus l'homme et voir ce qu'il peut apporter. Et il devra accepter d'être passé au scanner à partir de maintenant. Il n'a pas le choix, puisqu'il s'est jeté dans l'arène et il n'aura pas le choix. Ouais. Merci en tout cas d'être passé, partager avec nous, analyser par plusieurs prismes cette annonce et surtout la portée politique pour le camp présidentiel. Mais on a oublié de parler de la manière dont l'opposition pourrait réagir là-dessus. On reviendra dans un second souffle. C'est sûr qu'elle va rentrer dans son laboratoire et ça devient plus compliqué. En face, ils ont quand même un candidat de taille. Ils vont pouvoir nous sortir également un joker qui pourra faire le jeu. On attend de voir comment l'opposition va réagir aussi. Et éventuellement, les chancelleries resteront dans leur réserve diplomatique feutrée. Mais en réalité, elles ne doivent pas avoir de soucis avec celui-là pour le parcours qu'on a. C'est pourquoi je vous dis que tout a été visiblement planifié. Parce qu'en lui ajoutant coopération, je comprends mieux maintenant pourquoi c'était nécessaire qu'il soit dans une relation très sérieux avec ces personnes-là et il n'a pas l'image de celui qui peut inquiéter les chancelleries. Les partenaires. Je dois indiquer que cette émission est réalisée en partenariat avec Kadara TV qui va relayer sur les canaux digitaux ce plateau pour lui donner le maximum d'audience possible. La question est d'enjeu, donc ce partenariat est très intéressant. Prenez rendez-vous donc sur les canaux de Kadara TV pour suivre aussi cette émission.